Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Vous êtes bien sûr sur TATV. Merci pour la confiance. La Guinée s'achemine vers l'augmentation du prix des denrées alimentaires. C'est une annonce faite il y a quelques jours par le gouvernement guinéen. Ces mesures qui seront mises en application dès le 1er février font des échos dans la cité et notamment à la société civile que dans la classe politique. Laurent Gbagbo a plaidé non coupable à l'ouverture de son procès devant la Cour pénale internationale. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, comparaissent pour crime contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010. Et puis 24 migrants qui périssent en mer, dont 8 enfants. Nouveau naufrage au large de la Grèce. C'est dans ce contexte qu'Athènes est sommée de surveiller davantage ses frontières extérieures. Voilà pour le sommaire, vous êtes sur TATV et bienvenue à tous. Voilà pour les titres, merci de nous rejoindre. Quel bilan de l'Union européenne au compte de l'année 2015? Le chef de mission de cette institution en Guinée était ce jeudi face aux médias pour reprendre à la question. La lutte contre Ebola et l'apaisement en Guinée ont été l'essentiel des priorités de l'équipe de Gérardus Guélon. Alassane Mabiti Kamara. L'année 2016 ne fait pas exception à la coutume de l'Union européenne. Au terme de 2015, l'institution européenne dresse son bilan. Pour cette année écoulée, la riposte à Ebola et le renforcement de l'équilibre social ont été les premières préoccupations de ce partenaire de la Guinée. Nous allons continuer dans nos interventions dans la santé, dans les transports, dans les différentes réformes comme les finances publiques, la justice, la sécurité, l'administration, la déconcentration, la décentralisation. Donc nous allons continuer nos appuis dans les domaines de coopération classique et de réforme. 2016, elle, s'annonce comme une année de prouesse pour la Guinée dans le cadre de son partenariat avec l'Union européenne qui compte non seulement poursuivre ses activités entreprises en 2015. L'Union européenne compte revoir à la hausse ses décaissements en faveur de la Guinée. Alors pour l'année 2016, nous allons continuer comme nous avons fait en 2015. Tout d'abord, essayer d'absorber les fonds du 10e FED. L'Union européenne reste l'un des partenaires privilégiés de la Guinée. L'institution a toujours contribué au développement socio-économique national. Le président du comité de développement Afrique-Japon en séjour à Guinée promet de rénover et d'étendre le port de pêche de Boulbinet. L'annonce a été faite ce mercredi suite à la visite que Yano a effectuée dans ces lieux en compagnie d'une délégation japonaise et des autorités du ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Aïssata Fofana signe ce compte rendu. Ce port, situé dans le quartier Boulbinet à Kaloum, est un don du gouvernement japonais. Après une dizaine d'années, ce débarcadère présente aujourd'hui un visage peu reluisant. C'est pourquoi le Japon, sur sollicitation des autorités guinéennes, entend rénover et étendre le dit port. Monsieur Yano va préconiser d'avancer les projets présentés par la partie guinéenne, de réaliser plus tôt possible. Donc cette visite nous a concrétisé nos idées en état actuel des choses. Une action rendue possible grâce à l'appui de l'ambassade de Guinée au Japon qui, selon le ministre de la Pêche, a suivi ce dossier jusqu'à son aboutissement, cela dans le cadre du renforcement de la coopération guinéo-japonaise. Le secteur de la pêche est aujourd'hui un des maillons forts de notre économie et moi en tant que représentant de notre pays au Japon, je ne peux que exprimer ma satisfaction mais aussi ma gratitude envers le gouvernement japonais à travers son ambassadeur ici présent. Après la prise en compte de ces recommandations, le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime entend soumettre également d'autres requêtes au gouvernement japonais en vue de redynamiser le secteur de la pêche artisanale en République de Guinée. Si tout va bien, au mois de mai prochain, je devrais effectuer ma première visite au Japon. Et au cours de cette visite, nous allons soumettre au gouvernement du Japon l'ensemble des besoins que vous allez exprimer, que ce soit pour les moteurs hors bord,
que ce soit pour d'autres équipements comme les compresseurs et autres équipements que le port a besoin, le gouvernement va s'engager à soumettre ces recommandations au gouvernement du Japon et nous sommes rassurés que nous allons bénéficier de leur accompagnement pour la rénovation de votre port et pour son extension. La délégation japonaise, conduite par le président du comité de développement Afrique-Japon, visitera aussi d'autres débarcadères de la capitale pour s'enquérir de l'état des lieux. Les prix de certaines denrées de première nécessité vont légèrement augmenter ces jours-ci. Le gouvernement vient d'annoncer la hausse de la TVA sur l'huile, la farine et des services téléphoniques. Ces mesures fiscales qui entreront en application à compter du mois de février font déjà des grincements de dents au sein de la société civile et de l'opposition. Sayon Kourma. L'Assemblée nationale vient d'adopter le budget général de l'État pour 2016. Un budget déficitaire qui s'inscrit dans une logique d'austérité et d'ajustement qui se fera probablement dans la douleur. Pour réunir à plus de 13 000 milliards de francs guinéens cette année, les pouvoirs exécutifs et législatifs ont décidé d'augmenter la TVA de certaines denrées de 18 à 20%, y compris sur des services téléphoniques. Une situation qui fait actuellement l'objet des dénonciations de la part de beaucoup d'acteurs politiques. 2015 a été une année électorale. Nous avons vu comment de l'argent public a été dépensé par rapport à cette question électorale. Nous avons beaucoup dépensé sans pour autant avoir des contreparties en termes de recettes. D'où les conséquences au niveau des contre-performances. Et le gouvernement veut se rattraper en ayant des mesures fiscales un peu plus répressives et qui vont impacter dans le quotidien des Guinéens parce que c'est leur revenu pratiquement qui sera davantage affecté en termes de contribution pour financer ce que le gouvernement n'a pas été capable de faire. Pour l'ancien directeur de campagne de Faya Milimono, le gouvernement guinéen, en agissant ainsi, semble sacrifier les maillons faibles de la société guinéenne au profit des équilibres macroéconomiques à rétablir. Même avis chez la société civile guinéenne qui estime que cette mesure pénalise les ménages qui disposent des revenus moyens et qui supportent difficilement les augmentations significatives des produits de base. Il ne faut pas obnubiler la population par des taxes. Donc il faut imposer, il faut instaurer les taxes progressivement et éviter que la population ne tombe sur le coup de la psychose ou de l'angoisse due à la taxe. Même si on est d'accord que les indicateurs économiques sont rouges, il faudrait bien que toutes les composantes de notre pays payent, n'est-ce pas, cette facture pour que la Guinée puisse se relever sur le plan économique. Nous sommes totalement d'accord sur ça, mais il ne faut pas imposer toutes les taxes d'un coup. Il faut aller progressivement. Pour la société civile et l'opposition, cette mobilisation de recettes doit cependant être faite diversement que de facturer les ménages au prix fort. C'est vrai qu'un État doit se soucier de la mobilisation des recettes, mais encore une fois, la politique fiscale doit être suffisamment élargie pour ne pas que chaque fois que ce soit le consommateur lambda qui soit appelé à payer surtout la facture de la mauvaise gouvernance, parce qu'il faut aller chercher les causes de cette situation de récession économique et ne s'explique pas que par le fait d'Ebola, et s'explique aussi par le fait des contre-performances économiques liées à la mauvaise gestion de la chose publique. Il faut que l'État diminue son train de vie sur un certain nombre de choses. Il ne faut pas tout faire supporter. La bonne gouvernance voudrait que quand il y a une crise d'austérité, que l'ensemble des composants de la population paye une partie de la facture, mais pas seulement les plus pauvres. Ces mesures fiscales qui entreront en application à compter du 1er février 2016 interviennent à un moment où plusieurs centrales syndicales du pays menacent de déclencher une grève illimitée dans tout le pays. Les syndicalistes réclament entre autres la baisse du prix du carburant à la pompe et l'application d'une nouvelle grille salariale pour les travailleurs. La résurgence des cas d'Ebola ces derniers temps en Sierra Leone inquiète les autorités guinéennes et leurs partenaires évoluant dans la lutte contre cette maladie. Et c'est pourquoi le gouvernement, dans un communiqué, l'a rendu public ce jeudi. Ils appellent le peuple de Guinée à plus de vigilance.
Depuis le 21 décembre dernier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Bien que le pays soit déclaré exempt de transmission du virus, cependant, la Guinée est entrée depuis cette date dans une période de surveillance renforcée de 90 jours afin de pouvoir identifier rapidement tout cas nouveau et empêcher ainsi la propagation du virus. Aujourd'hui, plus d'un mois après cette annonce, le constat sur le terrain est alarmant. La première fois de ma vie que je suis allé à Forêt-Carrière, j'étais impressionné par les dispositifs de lavage des mains. Même une seule case comme ça dans la nature, elle avait son dispositif du lavage des mains. Quand je suis parti cette fois-ci, il n'y en avait plus aucun. Est-ce que ça ne choque pas ça? Ça choque. Ces situations, selon un constat du nouveau gouvernement, exposent hautement la population à la résurgence de la maladie à virus Ebola, à l'instar de ce qui s'est produit au Libéria et en Sierra Leone. C'est pourquoi ce gouvernement, dans un communiqué lu par Fodeta Silla, appelle les Guinéens au respect de certaines règles. Le gouvernement invite tous les citoyens au respect rigoureux des dispositions suivantes. La pratique systématique du lavage de mains avec du savon et des produits désinfectants dans les ménages et lieux publics. La notification de tous les cas de maladies fébriles à la formation sanitaire la plus proche. L'interdiction de tout transfert de corps d'une préfecture ou commune à une autre sans certificat de transfert délivré par les autorités sanitaires désignées à cet effet. Et pour le coordinateur national de lutte contre Ebola, Dr Sakoba Keita, c'est parce qu'il y a eu des relâchements dans les mesures de contrôle et de prévention au Libéria et en Sierra Leone au cours de la troisième phase des 90 jours que des cas d'épidémie y sont survenus. Pour ne pas que ces mêmes réalités se passent en Guinée, de nouvelles dispositions sont prises dans ce sens. La coordination nationale, en commun accord avec ses partenaires, ont jugé utile d'entreprendre un certain nombre d'actions. Premièrement, c'est d'accentuer la communication vis-à-vis de la population pour les expliquer sur les actions à mener en cette phase de 90 jours recommandées par l'OMS. Deuxièmement, c'est de mener des actions de suivi de nos personnes sorties guéries de nos centres de traitement et d'enclencher des actions pour de prise en charge autour des complications de cette maladie connue déjà dans certaines préfectures, ainsi que de gérer les problèmes socio-économiques de ces personnes soit affectées par le virus Ebola. Pour l'application des mesures de prévention annoncées par le gouvernement, les autorités demandent aux décideurs à tous les niveaux de veiller au grain pour son effectivité sur l'ensemble du territoire national. L'opération de décarpissement qui a été interrompue après une semaine a bel et bien repris ce mercredi à Conakry avec le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Ce sont les quartiers de Sandervalia, Mankepa et Teminetaï dans la commune de Kaloum qui ont été débarrassés des baraques, maquis, boîtes de nuit et autres emprises qui jonchent le long de la route. Saloum Kondé pour le compte rendu. C'est aux environs de 13 heures que les caterpillars ont commencé à faire tomber les baraques qui envahissent de façon anarchique les voiries. Une partie du restaurant de cette dame a été transformée en poussière. Cette opération, ça ne fait pas tellement mal parce que personne n'est au-dessus de la loi. Seulement j'ai une chose à proposer ici, à prononcer en fait. Ma petite sœur, elle était partie demander au gouvernement parce que nous ici, on occupe une partie qui appartient à l'État. Mais on paie ici chaque année. Donc avant de commencer les réalisations, on avait fait une petite étage là et on avait fait un VIP. Donc ils nous ont dit que nous ne sommes pas concernés, que c'est les gargotes qui étaient concernés. La particularité de cette journée a été aussi le marquage des voitures en vente le long de la route. Le temps a été donné par le ministre lui-même. Marquez-moi tout ce qui n'est pas immatriculé. Je les ai donné une semaine pour enlever les véhicules. Si le transport ne le fait pas, moi je vais le faire. Pour le ministre de la Ville, cette action vise à rendre attrayant la capitale et ne va pas à l'encontre de l'intérêt d'un individu. Il ne faudrait pas que les gens pensent que des interruptions de quelques jours sont l'occasion de se réinstaller.
sont l'occasion de désinformer la population en leur disant que l'opération ne va plus se poursuivre. Je voudrais une nouvelle fois appeler à la conscience citoyenne et patriotique de tous les Guinéens, qu'ils acceptent eux-mêmes, lorsque les services techniques ont marqué les parties des emprises à dégager, qu'ils acceptent eux-mêmes de dégager avant que nos équipes techniques sur le terrain n'y arrivent, parce que nos machines parfois sont plus puissantes que les murs qui sont édifiés. Et nous ne voulons pas toucher aux parties qui ne sont pas concernées. Selon le premier responsable du département de la ville et de l'aménagement du territoire, dans les jours à venir, des appels d'offres seront lancés pour les PME évoluant sur le terrain en vue des études afin d'aménager ces espaces déguerpis. L'ONG Jeunes Solidaires a procédé ce jeudi au lancement officiel des activités. La structure compte promouvoir la synergie d'action entre les différentes associations juvéniles du pays, une manière pour elle de renforcer l'efficacité du jeune guinéen et partager ses expériences. Li Mariam Bailou. C'est pour favoriser et améliorer l'employabilité et l'autonomisation des jeunes, notamment par la promotion de l'entrepreneuriat jeune et des programmes de formation que Jeunes Solidaires a vu le jour. Elle se veut d'être une structure fédératrice solidaire capable d'impulser et de favoriser l'émergence d'une jeunesse guinéenne dynamique et responsable. Ce jeudi, ses membres ont décidé de lancer officiellement leurs activités. Nous avons décidé de nous engager autrement, de prendre la parole et de faire entendre notre voix, celle de jeunes ayant pour parents des membres du gouvernement, des députés de l'Assemblée nationale, des leaders des formations politiques de l'opposition et de la mouvance, bref, des filles et des fils de ce pays. Dans les jours à venir, les semaines, à l'aide de nos différents canaux de communication, sites web, réseaux sociaux, émissions de radio-télé, nous analyserons et commenterons certaines questions concernant la jeunesse et de notre pays. Aussitôt mise en place, l'ONG Jeunes Solidaires compte créer un site web pour, disent-ils, faciliter la synergie d'action et la promotion des initiatives de jeunes. C'est un site web fédérateur qui va octroyer 500 pages à 500 organisations de jeunesse de Conakry et toutes les communautés de la Guinée, mais aussi des jeunes qui sont à l'étranger et qui ont envie de contribuer au développement de leur pays malgré la distance. Le ministre de la Jeunesse s'est quant à lui réjoui de la dynamique entreprise par l'ONG. Je dois dire d'abord bravo. Bravo pour votre initiative. Bravo pour l'élan que vous venez de prendre. Bravo pour tout ce que vous êtes en train d'entreprendre pour vous-même et pour votre pays. Je suis très fier d'être ici parmi vous, entouré de jeunes de l'école de la République, des jeunes qui veulent faire avancer le pays, des jeunes qui veulent jouer un rôle positif dans leur pays. Jeunes Solidaires est aussi une forme d'engagement associatif, un instrument d'autopromotion des jeunes. La cérémonie a connu la présence de plusieurs anciens ministres, membres de la société civile et associations venus d'autres horizons. Le procès de Laurent Gbagbo vient donc de s'ouvrir devant la Cour pénale internationale. L'ex-président ivoirien et son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont poursuivis pour crimes contre l'humanité dans les violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2010. Ils sont accusés d'être à l'origine de la brève guerre civile qui a fait 3000 morts dans le pays. Les deux plaident non coupables. À Abidjan, ce procès est très attendu tant du côté des victimes que des partisans de Laurent Gbagbo. Suivez le reportage. À Abobo, personne n'a oublié ce jour-là. Le 17 mars 2011, au plus fort de la crise post-électorale, 2 obus sont tombés ici, en plein cœur d'un fief d'Alassane Ouattara, sur ce marché, bondé de femmes et d'enfants. Au moins 40 personnes sont mortes selon la procureure de la CPI. Une 60aine a été blessée. Fanta a toujours des éclats d'obus dans le corps.
tout à coup on a entendu un bruit. Le premier bruit s'est tombé là. Maintenant le deuxième est tombé dans le marché. Les obus. Maintenant c'est le deuxième obus là, moi j'ai eu les éclats. On ne peut jamais oublier. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on repense à ça là, on a notre blessure qui s'ouvre encore. Donc on parle de réconciliation. On va réconcilier, mais il faut qu'on pense nos plaies d'abord. Actuellement on souffre. Ces victimes attendaient avec impatience l'ouverture du procès. Une étape nécessaire pour tourner la page. Depuis plus d'une décennie, la répétition des actes de crimes ont été favorisés par l'impunité. Donc la justice, nous appelons vivement les actions de la justice pénale contre tous les auteurs de crimes en Côte d'Ivoire. À quelques kilomètres de là, dans un des fiefs des pro-Gbagbo, le ton est radicalement différent. Ici, à Yopougon, où ses fidèles ont l'habitude de se retrouver, on espère toujours l'acquittement et la libération de l'ancien président. Ses partisans dénoncent un acharnement. Les pro-Gbagbo souffrent dans les chairs, ils sont en prison, ils sont humiliés, ils sont licenciés. Mais malgré ça, ils ont toujours Gbagbo dans les têtes. Nous avons quand même espoir. 5 ans après la fin de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire est encore déchirée. En espérant panser ses plaies, c'est tout un pays qui a les yeux tournés vers la haie. Hassan Rouhani a reçu ce matin les honneurs militaires au deuxième jour de sa visite officielle en France. C'est une première pour un chef d'État iranien depuis 1999. Pour Paris, s'ouvre la perspective de juteux contrats alors que les sanctions pour le régime d'Ebola sont levées. Suivez. La visite du président iranien se poursuit en grande pompe. Cette fois, c'est dans la cour d'honneur des Invalides qu'Hassan Rouhani a été accueilli ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Mais le rendez-vous est de courte durée. Au MEDEF, siège du patronat français, entrepreneurs et industriels l'attendent, aux côtés de Manuel Valls, venu célébrer le renouveau des relations économiques entre les deux pays. La France souhaite dorénavant renouer les liens et construire à nouveau avec vous, avec votre pays, avec vos entrepreneurs, avec votre peuple, des partenariats ambitieux. Merci infiniment. Après des années de sanctions économiques et d'embargo international, le président iranien s'est dit, lui, prêt à tourner la page, avec à la clé pour Paris de juteux contrats. Nous annonçons aujourd'hui que nous sommes prêts pour cela et pour cette aventure. Nous lançons un message aux investisseurs, aux institutions économiques. Vous êtes les bienvenus en Iran. Je remercie également Les accords commerciaux avec Peugeot sont aussi attendus et l'achat de 114 Airbus devrait être confirmé dans la journée. Un nouveau chapitre pour la France et l'Iran, même si les désaccords politiques restent profonds. D'abord sur le conflit syrien, l'Iran est le premier soutien du régime de Bachar al-Assad, dont Paris réclame le départ. Il y a aussi la crise aiguë entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après l'exécution d'un dignitaire chiite par Riyad et le saccage de l'ambassade saoudienne à Téhéran. François Hollande appelle à un apaisement des relations. Quant à la question des droits de l'homme en Iran, elle ne sera pas escamotée, assure-t-on du côté français, mais elle devrait être abordée entre les deux chefs d'État, loin des micros et des journalistes. C'est ce qui s'appelle avoir de l'audace et des convictions pour protester contre l'adoption au Danemark de la loi sur l'immigration qui permet dorénavant de saisir des biens de valeur des demandeurs d'asile. Le célèbre artiste chinois Ai Weiwei a pris une mesure radicale. Il retire toutes ses œuvres présentées à Copenhague. Regardez. C'était en novembre dernier. Dans le musée d'Aarhus, Ai Weiwei présentait son installation Yuyi 2015 lors d'une exposition consacrée aux artistes contemporains chinois. Mais mercredi, le plasticien a fait savoir qu'il retirait ses œuvres du Danemark. En cause, la loi sur l'immigration votée par le Parlement de Copenhague. Cette loi autorise les forces de l'ordre à confisquer l'argent ou les objets de valeur des demandeurs d'asile. Elle suscite de nombreuses critiques internationales. Je suis très choqué que le gouvernement danois ait décidé de saisir les biens des réfugiés. Pour protester contre cette décision regrettable, je dois me retirer de votre exposition. Je vous présente mes excuses pour le dérangement occasionné. L'engagement d'Ai Weiwei n'est pas nouveau puisqu'il est l'un des critiques les plus sévères du régime communiste.
En 2011, il a été emprisonné 3 mois en Chine, puis s'est vu confisquer son passeport. À Copenhague, où une autre de ses installations était exposée, le fondateur de la galerie a exprimé son soutien aux dissidents chinois. Quand il vivait en Chine, il montrait du doigt les problèmes du pays. Maintenant, il vit en Europe et que fait-il? Il se concentre sur le plus gros problème humanitaire en Europe, un problème qui grandit et auquel nous devons trouver une solution. Le 1er janvier 2016, Ai Weiwei convoquait la presse sur l'île de Lesbos. L'artiste révélait alors son intention de créer un mémorial pour tous les réfugiés morts en mer alors qu'il tentait de rejoindre l'Europe. On se penche à présent sur le reste de l'actualité avec le corps de 13 migrants, dont 8 enfants repêchés par les autorités grecques au large de l'île de Samos après un nouveau naufrage. Le flux de migrants transitant par la Grèce ne faiblit pas. Après les vives critiques émises par la Commission européenne, le Premier ministre grec a tenu à rappeler que son pays essayait de gérer au mieux cette crise migratoire. On va l'écouter. Malgré nos faiblesses, nos difficultés, malgré le fait que nous soyons dans une crise financière inédite dont nous avons du mal à sortir, la Grèce s'efforce de gérer cette crise migratoire en incarnant le visage humain de l'Europe. Cela m'importe peu que les gens comprennent cela. Cela m'importe peu que des bureaucrates à Bruxelles me soutiennent. Ce qui compte pour moi, c'est que notre action ait été saluée par la communauté internationale. Voilà, chers téléspectateurs, fini ce journal. Merci donc de l'avoir suivi et portez-vous bien.